Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette soirée autour du tout nouveau livre de Denis Podalides. Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois. C'est le sous-titre de ce livre publié aux éditions du Seuil dans la librairie du XXIe siècle. Denis Podalides, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette rencontre pendant laquelle nous allons nous plonger un petit peu dans votre univers de comédien. Au cœur d'une répétition assez exceptionnelle, de par le metteur en scène qui l'a dirigé, de par la réflexion qui est la vôtre tout au cours de cette répétition, et aussi peut-être parce qu'il est assez rare que l'on soit aussi près de l'intimité d'un acteur au cours du processus de création qui se passe sur scène, dans les coulisses, là où nous, spectateurs, n'avons pas accès. La pièce dont il est question, c'est La Nuit des Rois. Première question, Denis Podalides, qu'est-ce qui a d'abord déclenché la nécessité, le besoin, l'envie de raconter ces moments, ces coulisses et puis évidemment ensuite nous parlerons du détail de cette répétition. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est une très ancienne habitude de prendre des notes pendant des répétitions. J'ai commencé à faire ça quand je suis entré au Français parce qu'il y avait des petits carnets qui étaient en vente à la boutique que je trouvais jolis. J'en ai acheté 2 et j'avais toujours beaucoup de plaisir à écrire. Alors j'ai commencé à écrire sur ces carnets. Et puis au Français, on a des loges attitrées. On a la même loge pendant plusieurs années. Ça devient un bureau, une chambre à soi et un petit atelier. Et j'ai pris cette habitude-là. C'est comme ça que j'ai fait mon premier livre, qui s'appelait Scènes de la vie d'acteur, qui était le résultat qui était finalement ce qu'il y avait dans ces carnets. Et je notais comme ça des scènes de répétition. Je faisais des petits portraits, un peu sur le vif, comme ça, de partenaires. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui, dans la répétition, ou aussi ça avait concerné des tournages, ce qu'on appelle les temps faibles, des moments où apparemment il ne se passe rien, des moments d'inertie, des moments d'ennui, des moments de mélancolie. Et j'ai fait ça au fil du temps, sans toujours conserver. J'ai toujours ces petits carnets, mais sans toujours reprendre ces textes. Et puis, quelques mois avant le début des répétitions de La Nuit des Rois, j'ai fait une lecture de textes de Maurice Hollander au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. À la fin de cette soirée, Maurice m'a proposé, de but en blanc, de publier un texte que j'aurais dans sa collection La librairie du XXIe siècle. Il a fait cette proposition. À ce moment-là, j'avais écrit quelques années, très peu de temps avant en fait, mais pendant 2-3 ans, un album Pléiade Shakespeare pour la collection de la Pléiade, alors qui m'avait valu un travail considérable. J'ai eu l'impression de recommencer, de retourner en Cagne, de retenter vainement l'ENS, mais qui m'avait passionné. Donc j'étais chargé de Shakespeare. Et La Nuit des Rois est une pièce que j'ai toujours rêvé de monter, que j'ai gardée pendant des années, comme ça, comme un projet secret. Et j'ai su que Ostermayer venait dans la maison, c'est comme ça qu'on l'appelle, et ayant une immense admiration pour lui, pour son travail, pour ses mises en scène, dont j'en avais vu certaines, avec plus que du plaisir d'ailleurs, avec une ferveur immense, j'envisageais ces répétitions, le carnet en main. Et c'est ce que j'ai dit à Maurice. Je lui ai dit, dans pas très longtemps, je commence les répétitions. J'ai prévu d'écrire un peu là-dessus. Je ne sais pas du tout ce que je vais écrire, etc. Et il m'a dit, voilà, ça sera le livre qu'on publiera ensemble. Et ça, c'est l'origine. Et à partir du moment où j'ai commencé à répéter, j'avais alors non plus un carnet, mais un petit iPad. J'écris plus beaucoup, les temps changent. C'est une mise en abîme à plusieurs niveaux. Celle d'abord du comédien qui répète dans un texte, mais celle aussi de Denis Podalides qui observe à la fois les autres comédiens et j'imagine vous-même. Vous êtes dans une espèce
oui, comme ces miroirs qui se répètent à l'infini. J'imagine que observer sa propre répétition et le travail qui se fait autour de soi, ça doit être un exercice assez complexe. C'est pas si, comme je l'ai toujours fait, j'ai toujours aimé regarder les autres travailler. D'ailleurs, souvent, ça repose de travailler soi-même. J'ai toujours un trac qui remonte vraiment à l'école, au conservatoire, quand on disait maintenant c'est à toi, monte sur scène et on travaille ta scène. J'avais une appréhension et donc quand on disait non, c'est pas toi, c'est X qui va travailler, un soulagement faisait que l'impression que le projecteur n'était pas sur moi et ça me donnait d'autant plus l'envie de regarder ce qui se passait. Je vivais beaucoup par procuration, beaucoup dans l'abstrait des livres, dans l'abstrait de la lecture, de la littérature. Et finalement, dans le travail d'acteur, je n'aimais rien tant que essayer de garder ma passion de la littérature, ma passion de lecteur, à même le travail d'acteur. Bon, parfois, je suis obligé évidemment de poser l'iPad et puis d'aller travailler, ce qui fait que je n'écris pas, évidemment, dans ces moments-là. Quand même, je n'avais pas l'iPad en étant sur scène, en disant « Thomas, tu peux répéter ce que tu viens de dire, c'est vachement bien, je vais le noter ». Mes camarades voyaient d'ailleurs que je prenais parfois des notes, mais en fait, le livre, il s'est écrit complètement après. Parce que sur l'iPad, j'ai pris vraiment des notes tout à fait informelles. Et le livre s'est écrit en fait dans un temps de réminiscence, de récollection, à reconstituer, ce qui fait une mise en abîme encore plus, puisque c'était un temps au passé. Mais ça m'était très très présent, mes notes étaient quand même suffisamment denses, précises, pour que je m'y retrouve. Mais c'est une histoire d'après-coup, quand même. Alors, on va parler du metteur en scène, Ostermayer. Vous avez dit de lui dans le livre qu'en 2 heures de répétition, si je vous paraphrase un petit peu, vous avez plus appris sur cette pièce qu'en 25 ans de rêverie autour de la Nuit des Rois. Mais on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes parce que vous en parlez assez vite dans le livre sur la question aussi de la traduction. C'est Olivier Cadiot qui fait la traduction de ce livre. Et vous ressentez le besoin dans ce livre de raconter assez vite, de parler des mots, du texte, de la traduction. Pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça change? Excusez-moi, c'est parce que j'avais un petit pansement qui fixe un micro, parce que je répétais cet après-midi avec Ivo Vanneau, un autre grand metteur en scène. On a des micros, et donc voilà, je me disais, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai des petits pansements, voilà. Ça m'a troublé. Pardon. On repose la question. La fin de la question. Non, la question de la traduction. La fin de la traduction. Tout ça. Je voulais parler de l'importance de la traduction. Est-ce que c'est important, la traduction, pour l'acteur en particulier? Ah oui. C'est même déterminant. Enfin, dans Shakespeare, c'est un énorme problème. C'est un puits sans fond. Il y a des traductions, il y a beaucoup de traductions magnifiques, puis il y a des traductions qui sont quand même difficiles à mettre en bouche, à travailler. J'avais joué Hamlet dans la traduction d'Yves Bonnefoy, qui est une traduction d'une poésie merveilleuse, et pour La Nuit des Rois, Thomas avait déjà travaillé avec Olivier Cadiot. Moi, j'ai une grande admiration pour Olivier Cadiot en tant qu'écrivain. J'avais déjà un peu perçu son travail de traducteur, sur quoi déjà, je ne sais plus. Mais toujours est-il que j'attendais beaucoup, énormément, et aussi pour avoir fait ce travail sur l'album Pléiade, j'avais une quantité de traductions différentes et beaucoup du texte anglais, et notamment de celui-ci, puisque effectivement, même si effectivement en 2 heures de travail j'ai plus appris, j'avais néanmoins beaucoup pratiqué ce texte, La Nuit des Rois en anglais. Et donc je me souviens de ma joie profonde quand j'ai reçu la traduction de Cadiot par mail et que je me suis jeté, mais vraiment comme un chien sur de la viande, sur des os, pour apprendre les premiers mots de cette traduction, parce que je la trouvais... Alors, d'ailleurs, je ne sais pas m'expliquer le plaisir que j'ai à cette traduction. Ça fait partie du mystère quand c'est un traducteur écrivain, un traducteur poète. C'est pas du tout la même chose. Il y a une bascule de l'autre côté, du côté de son œuvre à lui.
Il n'y a pas une sorte de zone où on est entre le texte de Shakespeare et quelque chose d'abordable, appréciable, de la traduction, soit universitaire, soit traduction pour acteurs, où ça flotte. Je ne veux pas du tout dire de mal des traducteurs, c'est vraiment pas du tout mon but, mais quand on est dans la traduction d'un écrivain, on a basculé du côté de son œuvre à lui. Alors, il y a peut-être des pertes parfois, il y a des choses discutables, il y a des choses qui sont même des contresens parfois. Pas du tout dans celle d'Olivier d'ailleurs, parce qu'il travaille avec une angliciste qui le surveille comme le lait sur le feu. Et ce qui fait que, dans la traduction d'Olivier, il y a une énergie, voilà, je pense que si je veux résumer tout ça, une énergie à même sa traduction qui rend très très bien compte du côté charnel et du côté de la poésie extrêmement raffinée qu'il y a dans le texte de Shakespeare, et de la multiplicité des sens, de cette charge signifiante et poétique, érotique, parfois totalement triviale, qui est dans le texte de Shakespeare et dont on a tant de mal à rendre compte en français. Et qui simultanément, j'imagine, vous avez dit, vous avez parlé de la chair, quelque chose que l'on peut jouer, parce que ça peut être très beau à lire silencieusement, mais pas forcément agréable à jouer aussi. J'imagine qu'il y a de ça aussi dans la traduction d'Olivier Cadiot qui vous plaît tellement, c'est de pouvoir vous en emparer en tant qu'acteur. Ben c'est un traducteur qui est très vif, qui a une sorte d'intelligence comique très grande, beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour chez Olivier. Et alors pour toutes les parties comiques de la pièce, ça fonctionnait à merveille. Et en même temps, il a ce sens poétique qui vient aussi de sa jeunesse quand il écrivait cette grande revue. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Une revue qui faisait... comment ça s'appelait déjà? Ça vous dit ça? Il était très jeune, peut-être quelqu'un se souvient de cette revue, écrite avec Pierre Alféry, je ne sais plus, enfin il faisait des cut-up, il écrivait des poèmes comme ça, qui étaient toujours très tranchants, très vifs, il s'embarrassait avec un sens poétique, mais qui était alors absolument dénué de tout romantisme, de sentimentalisme. Et, les phrases étaient lancées comme des flèches, partaient comme des balles. Et la première réplique, If music be the food of love, play on. On dit que la musique alimente l'amour. Ben voilà, je me rappelle plus déjà, ça est déjà passé. Immédiatement, vous êtes mis comme en orbite. On est mis sur on sent la possibilité d'une accélération dans la langue, la possibilité de ne rien manquer de ce qui est gracieux. Je crois que je l'avais noté d'ailleurs dans un des premiers textes, pas des débuts. Bon, je ne vais pas retrouver, évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. C'est bien connu. Ouais. En plus, on est deux, c'est encore pire. Ouais. Non, mais pourtant, c'est visible à voir parce que c'est en italique, c'est aussi mis comme c'est. C'est un texte où je suis à Amiens, où je mets en scène une autre pièce et où je reçois le texte. Donc voilà, j'ai retranscrit. Bon, c'est pas grave, je le trouve pas. Non, c'est au tout début. On y va. Il y a plein de trucs en italique en fait. Oui, il y a beaucoup de choses en italique. J'adore les italiques. Voilà, c'est là. On dit que la musique alimente l'amour. Alors, musique. Voilà. Ce qui est très beau, c'est ce play on, qui est traduit par alors, musique. Comme un DJ, comme un Thierry Ardisson qui lançait musique. Voilà, je ne jouais pas du tout comme ça, mais il y a cette énergie, cette insolence. Servez-moi jusqu'à la lie, au maximum. Voilà. C'est incarné en fait. C'est tout de suite incarné parce que ça passe par sa propre voix. Je pense à Olivier, c'est quelqu'un pour ceux qui le connaissent, qui est très vif, très vivant, très drôle. Qui tient pas en place, pour moi, il me fait penser au clown fest, enfin tous les clowns de Shakespeare, avec ce débordement d'esprit et en même temps ce côté moine, qui fait qu'il peut vivre reclus pendant des mois à peaufiner une traduction comme un moine. Alors,
peut-être un petit rappel, parce que la pièce en question, qui est, alors évidemment, c'est pas à moi de le dire, elle est évidemment absolument magnifique, mais surtout elle a une particularité, c'est que c'est un jeu de dupes du début à la fin. Et je trouvais que le parallélisme était intéressant sur, encore une fois, les rôles que l'on joue sur scène, le rôle que l'on joue en répétant, enfin la personne que l'on est sur scène en répétant, et cette espèce de dédoublement que j'évoquais tout à l'heure à l'infini. Cette pièce permet ce jeu-là aussi en tant qu'écrivain, en tant qu'observateur. Peut-être rappeler un petit peu, même si grosso modo je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais redire un peu ce qui se passe dans la Nuit des Rois. Je suis très mauvais pour résumer les pièces. Alors on est en Illyrie, quelque part dans les Balkans. Vous allez me corriger si je dis des bêtises. C'est ça, voilà. Viola, naufragée, échoue sur une plage. Elle décide, pour se protéger, l'époque le veut et le lieu est sauvage, de s'habiller en homme. C'est ça. Elle arrive à la rencontre d'Orsino. Voilà. Orsino qui se meurt d'amour pour la comtesse Olivia. Voilà. On dirait que je vous apprends votre texte, c'est magnifique. Non, c'est ça. Et Orsino ne voit absolument pas, trouve ce jeune homme absolument extrêmement sympathique, mais ne décèle pas du tout l'ambiguïté du jeune homme, et l'envoie porter un message d'amour à la comtesse Olivia. Donc Viola va voir Olivia pour lui dire tout l'amour qu'Orsino éprouve pour elle, et Olivia tombe amoureuse du jeune homme en question, sans se rendre compte de la supercherie. Et Viola n'ose absolument pas se révéler. Thomas parlait beaucoup, avec un texte de Montaigne très intéressant d'ailleurs, que le travestissement, évidemment, chez Shakespeare, c'est aussi un moyen de comédie, un opérateur de comédie, mais c'est aussi un acte extrêmement dangereux. Ce texte de Montaigne raconte l'histoire d'une femme qui s'était travestie en homme et qui vivait avec une femme dont elle était censée être le mari, et ayant été découverte, après dénonciation, avait été... je crois, brûlé ou pendu, je ne sais plus très bien, je crois que c'était brûlé. Et donc, rappelait que le travesti, en fait, Viola choisit est en danger. Vous dites c'est le paria, c'est la conclusion que vous avez dans que le travesti, c'est le paria. C'est ça, alors Thomas avait tout un... C'est comme ça que j'ai découvert le nom de Judith Butler. Je ne connaissais pas du tout avant, il a beaucoup ramené cette question-là à ça, le fait que Viola est absolument, c'est une naufragée, elle a perdu son frère, elle croit-elle, elle va retrouver son frère jumeau au cours de la pièce, mais à ce moment-là, elle est perdue, et c'est, je crois, une vérité historique, c'est qu'une femme, en fait, à partir du moment où elle n'a pas de protection, elle a le choix entre trois choses seulement, être religieuse, être prostituée ou être mère, donc se marier. Et elle fait le choix, pour essayer de préserver de la liberté, d'être en homme. Mais, évidemment, c'est une position dangereuse. Si elle est découverte par Orsino, elle risque la mort. Si elle est découverte par Olivia, qui est la comtesse, qui est aussi en Illyrie, qui est un autre duché, elle risque également la mort. Donc, toute la tension du personnage que jouait Georgia Scalette c'était pas du tout le travesti bon enfant qu'on peut imaginer dans des visions un peu féeriques de la Nuit des Rois. Il y a une tradition de cette pièce qui la ramène toujours à l'épiphanie, enfin à Noël. Enfin, on a l'impression que c'est une petite billevesée, bluette, comme ça, et c'est une pièce beaucoup plus ambiguë sur le désir, puisqu'il y a tous les types de désirs, le désir d'homme pour une femme pour un homme, d'un homme pour un homme, d'une femme pour une femme, etc. Et donc, et que cette circulation du désir, évidemment, crée des malentendus, mais crée aussi du danger, crée de l'inquiétude, crée de la mélancolie. Oui, de la mélancolie, du chagrin, parce qu'il y a le rejet aussi, la frustration et tout un panel d'émotions. Qu'est-ce qui fait la particularité et qu'est-ce qui fait que vous avez tellement aimé cette mise en scène d'Ostermayer, vous avez tellement aimé travailler avec lui? Parce que j'avais creusé cette pièce et sans doute il y avait une sous-couche, cette sous-couche-là dont on parle, la sous-couche politique, le tremblé, ce que je dirais le tremblé de la pièce, son hésitation entre la comédie
Et la tragédie, c'est ce passage, vraiment, parfois ça passe résolument d'une scène totalement bouffonne, qui se traduisait dans la mise en scène de Thomas par des moments de stand-up, à un échange amoureux d'une teneur littéraire et poétique d'une très très grande beauté. Et j'étais pas sûr d'avoir donné, moi, dans mes lectures successives, autant de prix comme ça à ce texte, et vu autant de choses dans cette pièce. Donc c'était le fait de cette dimension-là, la dimension politique du personnage d'Orsino. J'aimais beaucoup la façon dont il me l'avait présenté comme il me disait, il faut penser au lever du roi, au petit lever du roi, et qui paraît devant la cour, et qui, au lieu de dire les mots du monarque, les mots du pouvoir, les mots qui font effet sur la cour, dit au contraire scandaleusement, il dit l'intime, il dit la détresse amoureuse. Je ne sais pas, qu'un président de la République, à 20h, prenant la parole, au lieu de parler de l'état de la France, se dit, écoutez, je suis amoureux, mais on ne m'aime pas, alors jouez-moi de la musique, jouez encore. Et ils imaginaient l'effondrement, il y a une espèce d'effondrement doux qui se passe, et c'était ça la situation. Et le fait, la première, c'est le début de la pièce, hein, on l'a mis en scène comme ça, il y avait une passerelle qui partait du fond de la salle et qui arrivait jusqu'au centre du plateau. En plus, on était costumés, dénudés, dans une apparence qui était tout à fait scandaleuse, notamment pour le duc ou le roi que j'incarnais. Et Thomas me disait toujours d'y aller très lentement, très très lentement, d'entrer. D'ailleurs, c'était une entrée très belle à jouer parce que c'était comme si j'entrais en scène, sortant de ma loge, pas du tout habillé, pas du tout en costume, n'ayant aucune envie de jouer. Et il me disait ça, enfin, il faut rentrer dans le néant le plus total, être vide de tout, et puis demander de la musique, comme un drogué demande sa méthadone. La musique, dans la pièce, a une fonction très importante. La musique est le substitut de l'amour. Orsino dit, puisque c'est le sens du premier verbe, si la musique alimente l'amour, alors jouez, donnez-moi tout ça pour que je puisse m'en gaver et m'en dégoûter, et que je sois purgé de cet amour qui me ronge, qui me désespère. C'est un défi aussi permanent, les répétitions avec Thomas Ostermeyer. Ce que vous racontez, c'est les exercices qu'il vous fait faire, comment il vous pousse dans vos retranchements à travers différents jeux, on va dire, scéniques. Et même aussi, en ce qui concerne les costumes, vous avez dit tout à l'heure que vous rentriez sur scène pas du tout habillé, c'était pas une façon de parler, c'est-à-dire vous êtes... En string, moi j'étais en string. Alors, pour un pudibond comme moi, c'était quand même une épreuve. Bon, j'avais une sorte de peignoir, un vague peignoir, et puis une fourrure ici, et une ceinture. J'avais une ceinture qui finissait de m'habiller, et puis des chaussettes avec des, comment ça s'appelle, vous savez, des tire-chaussettes. Voilà, c'était tout mon costume. Donc mais justement, on commençait la matinée, on commençait à 11h, alors que d'habitude au Français on répète l'après-midi, et on commençait par des exercices collectifs. Thomas y tenait beaucoup, et c'était aussi pour créer un climat. Au Français, ce qui est toujours important pour un metteur en scène, c'est de créer une troupe dans la troupe, de créer un collectif. Et ces exercices nous mettaient sur le sable du décor, parce que le décor était un sable blanc, avec des grandes parois blanches, et en salle de répétition, on avait le double de ce décor. Et donc sur ce sable blanc, le temps on n'était pas loin de l'été, puisqu'on a commencé à en répéter en juin, on commençait comme sur des jeux de plage, et des jeux qui nous demandaient deux choses: être toujours attentif à ce que fait l'autre, tout le temps, et à tous les autres en même temps. Donc on se mettait souvent en cercle. Je ne vais pas raconter, peut-être, je me suis amusé à écrire des textes qui racontent ces différents jeux. Ce qui m'a touché, c'est qu'avant ce genre de jeu, moi j'étais toujours très sceptique avec ça, des jeux un peu parfois irrités de Peter Brook, et que j'ai vu aussi parfois traités dans des écoles de théâtre, et souvent, je dois dire, d'une manière un peu scout, quoi, scolaire, et un peu artificielle. Très artificielle.
Donc j'avais au départ une forme de méfiance, mais là le fait d'être en costume, en fait, on commençait ces exercices en costume, donc dans cette espèce de demi-nudité qui en fait a absorbé la gêne. Très vite ces jeux nous faisaient jouer ensemble et nous n'avions qu'une vocation, c'était de montrer qu'on est totalement dépendant de l'autre. On faisait des jeux à deux qui consistaient à s'envoyer une phrase, l'autre doit répondre par la négation, l'autre doit monter, créer des humeurs différentes. Bref, je continue pas trop là-dessus. Ces jeux avaient cette vocation à nous mettre tous ensemble, reliés les uns aux autres, dépendants les uns des autres, à tout moment, et dans l'idée que toutes les scènes fonctionnaient comme ça. Toutes les scènes, pour éviter toute intentionnalité de la réplique. Ça, c'est une chose qui, je pense, qui est très intime enfin, il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent comme ça, mais que aucun volontarisme, aucune intentionnalité, c'est l'autre qui me fait jouer. C'est un vieux thème du théâtre, mais chez Thomas, poussé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a jamais, ça ne vient jamais de l'intériorité. Ça vient du visage de l'autre. Il disait d'ailleurs, on faisait un jeu que je raconte un tout petit texte. On s'assoit là, c'est un peu comme le truc de Marina Abramovic. Oui. Vous voyez à New York là, oui, où elle se met en scène et elle attend que les gens viennent s'asseoir devant elle. Voilà. Eh ben alors on faisait ça, on regarde quelqu'un dans les yeux et on attend. On attend. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des choses tout à fait étonnantes. Mais alors, on faisait ça aussi debout et au bout d'un moment, on se dit une petite réplique et l'autre répond. Voilà, voilà, tout ça pour arriver à ce sentiment d'avoir presque tué toute intériorité. Il n'y a aucune intériorité. Ça, je crois tout à fait à ça. L'intérieur, il est toujours au théâtre, au cinéma, c'est pareil. L'intérieur, c'est toujours à l'extérieur. C'est toujours dans l'autre, dans le regard de l'autre. En soi, il y a que des organes, en fait. Il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a, j'ai l'impression, une forme de déconstruction pour construire dans la répétition. C'est-à-dire que, même ce que vous décrivez à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut d'abord tout mettre en pièces, tout décortiquer, tout mettre en vrac pour ensuite reconstruire quelque part, faire naître le personnage en passant d'abord par sa déconstruction. Est-ce que je me trompe ? Oui, il faut partir de rien en fait. C'est assez bien de commencer une répétition à partir de rien, et même une scène. Toute scène d'ailleurs, je pense que ça vaut pour n'importe quelle scène, il y a un début, un milieu, une fin, il y a une montée, il y a souvent une acmé, et puis il y a les conséquences, et la redescente et la fin. Et donc il faut faire naître les choses. Si vous ne les faites pas naître au moment présent où nous sommes en scène, il y a quelque chose qui est falsifié, qui est artificiel. Je trouve toujours rien de plus artificiel que, vous savez, l'entrée d'un personnage qui arrive bardé de toute sa psychologie, d'une espèce d'intériorité dévorante. C'est beau quand ça naît sous vos yeux. Vous allez nous lire un extrait quand même. Oui, volontiers. Je choisis un peu. Oui. Alors, je vais prendre un passage justement sur on parlait de cette entrée en scène. Excusez-moi, c'est un exemple. Voilà, alors, pour ne pas avoir de gêne, je vais prendre ce micro, regardez, c'est très bien étudié. Et là, et je vais poser l'autre pour pas qu'il y ait la scène. C'est un exorcisme. Lever du rideau, très long. Lumière, éblouissement. Éclatante blancheur du décor. Soleil féroce. Son de faune exotique, stridulation. Une torpeur accablante. Entrée du premier singe. Il faut dire, il y avait des singes dans le spectacle, 3 acteurs qui étaient... Indolence. Il se dresse et nous fixe, puis descend vers le public. L'autre singe apparaît, s'arrête, considère le premier, s'approche, monte sur le trône, fixe un objet enfoui dans le sable. Le second, attiré, se redresse, regarde le premier qui découvre l'objet.
un avant-bras humain dépecé, à demi rongé. Ils se le disputent. Entre curieux, Johann, pressé, anxieux, il chasse les singes, jette au loin le reste humain, fait un peu de ménage, jette un œil vers le fond de la salle, le bout de la passerelle, court en coulisses, fait entrer les seuls musiciens. Thomas a abandonné l'idée que toute la cour fût là. Les place à jardin, guette l'arrivée du duc, moi. Tous trois attendent. Assis au pied de la passerelle, Thomas me fait signe. J'y vais. La blancheur du décor m'aspire. Plus lentement, me dit-il, comme il me le disait en bas, en salle escande. Je recommence. Tu prends vraiment ton temps, ajoute-t-il encore, en prenant lui-même du temps pour le dire. J'avance d'un pas lourd, triste, éteint, le cœur pourtant surexcité. J'imagine le public à venir, les uns se tordant le cou, d'autres se détournant peut-être. J'avancerai robe de chambre ouverte ou fermée? Ouverte, c'est mieux, me répond Thomas avec un sourire et un accent léger. String exhibé, ventre et bas-ventre offerts, je m'aventure sur la passerelle. Je rassemble les idées et les notes de Thomas à propos de cette entrée, la mélancolie profonde, l'épuisement, la représentation calamiteuse du pouvoir. Je marche sur la passerelle d'un pas misérable et fatigué. Lentement, Denis, me dit encore Thomas, comme si je n'étais jamais assez lent. Johann et les musiciens me scrutent. J'avance encore, à peine, freinant sans fin, me frotte la barbe. Arrêt au milieu de la passerelle. Tu peux faire ça avec ta barbe, oui, Denis, me dit Thomas. Tout ce qui retarde les premiers mots semble bon à prendre. En un long regard panoramique et morose, regard que j'étire sans fin, sans éclat, je me plais, indifférent, à contempler la salle vide, les balcons, les galeries. Je pourrais bâiller si je le voulais. Si je le veux, je le fais. Je ne le fais pas. Mais je garde l'instant d'incertitude, le minuscule étouffement que mes lèvres retiennent. Dans la salle, les techniciens du son, de la lumière me considèrent, attendent aussi le premier mot. Le roi doit parler. Je vais parler. Dire la chose publique. Ce sera agir. Je pense rigoureusement tout cela, j'ouvre la bouche, et au lieu de ça, au dernier moment, je bifurque et dis la première réplique. On dit que la musique alimente l'amour. Alors, musique? Mes sensations, aiguisées et désordonnées, me plongent dans un étrange état d'hypersensibilité et de confusion. Pourquoi ce début me bouleverse-t-il toujours autant? J'ai presque les larmes aux yeux en avançant au hasard. Dès les premières notes au théorbe du Lamento della Ninfa, je dois éprouver un soulagement. Ma douleur est suspendue. Paul commence à chanter. Je m'abandonne à la plus sombre volupté, vautré sur le trône. Je me gave de musique, ma drogue favorite. Paul monte. Amor, 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 dove, dove. Bon, je ne le chante pas parce que c'est très beau. Quel traditor, pour ceux qui connaissent le Lamento della Ninfa. Quel traditor. J'interromps. Silence. Encore, dis-je. Paul recommence. Thomas. Les musiciens, soyez plus étonnés d'être interrompus. Ne reprenez pas tout de suite, ça n'est pas normal d'être interrompu. Allez, encore cette montée. Sa chute est mortelle. Paul chante. Amor, 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 dove, dove, dove. Je vais sur la passerelle. Paul. Fa che ritorni il mio amor come pour fu, o tu manci di ch'io non mi tormenti più. Faudrait faire écouter la musique parce que c'est vous. Stop, arrêtez tout. C'est moins bien qu'avant. Les musiciens s'arrêtent. Thomas. C'est un exorcisme, Denis. Thomas y revient à chaque fois que je passe la scène, comme si je n'arrivais pas encore, comme s'il manquait l'accent, le geste, la pointe qui accomplissent le sens. J'ai senti l'incertitude et l'inachèvement de la scène. Thomas attend autre chose. Je ne sais pas le faire pour l'instant. On avance. On ne refait pas. Je quitte le plateau par la passerelle en disant la dernière réplique sans m'y attarder ni la penser réellement. Oh, celle qui a un cœur de cette délicatesse, capable de donner tant d'amour à un simple frère, quand la flèche d'or fera mouche comme elle aimera, etc. Je passe en vitesse devant Thomas qui a l'œil sur la suite.
Merci beaucoup, Denis Podalides, pour cette lecture. Qu'est-ce que ça signifie être comédien? Je le dis en rebondissant sur ce que vous venez de lire, dans le sens, est-ce que ça veut dire savoir lâcher prise? Est-ce que ça veut dire accepter l'idée qu'on va passer de l'euphorie la plus totale à la mélancolie la plus profonde? Qu'est-ce que l'on donne de soi fondamentalement quand on est comédien au service d'un metteur en scène comme Ostermayer? Je pense qu'on donne tout. Enfin, on donne tout, on ne fait aucun calcul. On est tout à fait... On commence comme un enfant qui arrive, qui naît. Et je pense qu'il faut ça, il faut une totale inconscience et faire confiance aux autres, au temps qui passe, le temps de la répétition. Le temps de la répétition est un temps très très mobile, c'est-à-dire et très changeant. Il y a des accélérations fulgurantes en répétition, on avance très vite, puis on s'arrête, puis on stagne, on régresse, on se trompe, l'erreur est très fréquente, on peut être très mauvais, il ne faut pas avoir peur d'échouer lamentablement sur une scène, de ne pas y arriver, de le dire. C'est de ne pas se mentir ni à soi-même ni aux autres. Il faut écouter aussi des commentaires qui ne sont pas toujours des commentaires forcément flatteurs, même si après il y a façon et façon de vous dire des choses déplaisantes. C'est là entre en jeu la perversion ou la manipulation. Les gens qui peuvent adorer et faire mal, mais parce que vous êtes parfaitement vulnérable. N'importe quel acteur, n'importe quelle actrice sur un plateau est offerte à tous les coups. Mais c'est le risque à prendre. Il faut... Non, il n'y a rien à... Du moment... Ce qu'il faut, c'est que l'intégrité des corps soit assurée. On sait très vite si on est face à quelqu'un de digne et de respectueux. On sait très vite. Et à partir de là, on entre dans la fiction de la... Parce qu'il y a la fiction de la pièce, mais il y a aussi la fiction de la répétition. C'est un autre espace-temps, en fait. Exactement. Il faut le considérer comme ça, absolument. Parce que si on amène à chaque fois son petit sac d'affect ou les pensées qu'on a... Bon, évidemment, il y a parfois des choses où on s'est dit, tiens, j'aimerais bien jouer ça. On peut en parler, on peut proposer. Tout est toujours possible. Il faut que tout... Un plateau vivant, pour moi, c'est un plateau où tout est encore possible jusqu'à 2 heures avant la première. Il faut garder au moins cette utopie-là. Ce que vous dites me renvoie au passage où vous racontez le transfert de la salle de répétition à la scène, et où, en répétition, dans cette salle de répétition, vous avez réussi à créer cette troupe dans la troupe dont vous parliez tout à l'heure, ce lien qui vous unit tous à travers une même œuvre, et le transfert sur scène s'avère presque douloureux, en fait. Oui, par là, ça tient beaucoup à la Comédie Française. On répète dans des salles en sous-sol, qui sont assez intimes, mais je crois que beaucoup d'autres théâtres connaissent aussi ce délicat problème. Donc on répète entre nous, dans une intimité, une proximité très grande. Et puis arrive un jour où on monte en salle Richelieu, donc dans la grande salle, et on va refaire ce qu'on a fait dans la salle d'en bas, on va le faire en haut. Et là, de fait, l'espace change. Même si les proportions du décor de répétition étaient à peu près bonnes, c'est pas du tout la même chose. On est devant la bouche d'ombre de la salle. Les distances sont différentes. Du point de vue sonore, ça change complètement. On est séparés les uns des autres par des grandes distances. Et on a un sentiment très cruel de déperdition complète. Que tout l'intime qui a pu se créer, je me rappelle de Jacques Lassalle piquant des crises, parce que quand on travaillait Tchekhov à 1 mètre comme ça, on faisait des scènes de cinéma en fait. On faisait comme si on allait filmer à 1 mètre. Et une fois là-haut, il fallait tout réajuster. C'est un changement d'échelle complet et qui entraîne un deuil parfois assez lourd. Et dans sa propre voix, on sent qu'on est surtout... et c'est même pas tellement les micros, parce que même si on joue avec micro, j'ai remarqué que le problème est exactement le même, un tout petit peu plus modéré. Mais en fait, c'est pas tout simplement pas la même salle. Et en fait, il y a une chose qu'on oublie toujours. Quand on fait du théâtre, on est tout à fait dépendant, non seulement du décor, mais du lieu.
Il y a une acoustique particulière, une lumière, une intensité. Donc voilà, donc il y a un deuil à faire, et alors à ce moment-là, si on accepte ce deuil-là, ben on reconstruit. Pour le metteur en scène, même moi je l'ai vécu et en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, c'est douloureux parce qu'on est soudain très loin des acteurs, on dit mais qu'est-ce que vous faites? On avait dit que c'était bien si, c'était, et voilà, c'est fini. Il faut tout refaire. Mais en même temps, c'est le moment où le spectacle vraiment enclenche une vitesse supérieure. On est dans le vrai décor, dans le véritable espace, et c'est... il faut accepter ça. Hein. C'est assez touchant, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui paniquent complètement, qui se mettent à crier ou à tout accélérer, et qui pensent qu'il faut très vite. Et c'est là où la répétition est assez mystérieuse, c'est quelquefois, en fait, on se réajuste très naturellement en 2-3 répétitions. Est-ce que c'est pas aussi parce que lorsqu'on est sur scène, il y a la partie où le public est censé être et n'est pas le temps de la répétition? Est-ce que ça crée pas aussi une forme de vertige de jouer sur une scène où la salle est vide? L'acoustique est très différente. On pourrait même faire le test ici, une salle vide, et c'est pas la même. Faire sortir tout le monde. En fait, quand il y a du monde, c'est beaucoup plus mat. Le son est beaucoup plus mat, et donc il faut porter plus. Là, le micro nous permet de passer par-dessus cette difficulté. La salle est très vide, on peut le quasi murmurer, et tout à fait audible du fond de la salle. Alors, il y a des metteurs en scène qui essayent, la salle est en vie, de garder ça, et ils sont effrayés le soir de couturière ou de première, c'est que ce qu'ils entendaient très bien ne s'entend plus du tout, évidemment. Et or, des metteurs en scène réalistes, comme Thomas, on travaillait sans micro sur La Nuit des Rois, nous demandaient toujours moins fort, moins fort. Et donc on parlait assez peu fort. Mais évidemment, dès que la salle était remplie, donc le premier soir de couturière, il y a eu un choc. Si on entendait un peu, mais après, ça dépend des voix. Ça dépend des uns et des autres, mais il y a une grosse débat. Donc après, il faut remonter. Vous nous liriez un autre extrait? Ben, justement, je cherchais le passage sur la salle, cette découverte de la salle Richelieu. Voilà. 165. Je pensais là... Première dans 2 semaines. J'aime bien. Le temps sera court, même si dorénavant nous allons répéter après-midi et soir, tous ensemble, tous à disposition. Énervé de ne pas avoir trouvé de place pour garer mon scooter, j'arrive l'esprit brouillé. Je croyais que nous répétions directement en Richelieu, que nous ne repassions pas par la salle Escande, mais le plateau est indisponible pendant 2 jours. Je reçois la nouvelle comme une déception et une régression. Pressé, je déboule dans la salle d'habillage, me jette derrière le paravent. Heureusement, je ne suis pas le dernier, ni même en retard. Je renonce à enfiler le string et garde mon caleçon. Je n'ai pas peur, seulement besoin de travailler. Je connais mon texte d'une mémoire enfin nette et sans accroc. Je ne cherche plus les mots, ils viennent sans effort. Plus besoin de les extraire un à un des profondeurs du crâne ou de les chercher mentalement sur la page de texte. Passant rapidement dans ma loge pour y prendre ma brochure, je fais un petit détour par le plateau à peine éclairé à cette heure. Les techniciens sont en pause. La salle Richelieu est fraîche en septembre. L'été a buté aux portes closes. Dans le noir et le silence, la température est restée la même, plus d'1 mois durant. Les fauteuils vides imposent une tranquillité austère, qui atténue la rumeur grondante de la rentrée. Les flots de public, les journalistes, les annonces et les nouvelles jaillissant à la surface des téléphones, les premières critiques, les enthousiasmes, les dithyrambes et les philippiques, la vie des copains, des camarades, des conjoints et des familles sont encore loin. C'est pas le texte que je voulais lire en fait. Mais bien, hein, c'est pas mal. Non, c'était sur le fait de changer de salle, ce que vous disiez, de salle de répétition. Mais si vous voulez enchaîner sur autre chose, parce que tant que je retrouve ça.
Meubler un petit peu. D'accord. Je vous raconter ma vie, un poème. Un poème, pourquoi pas. Le renard et le corbeau. Ah non, sinon je pourrais passer à autre chose en fait, parce qu'il est peut-être déjà tard. Sur le titre. Sur le titre, allons-y. Sur le fait que cette phrase, les nuits d'amour sont transparentes, ça m'a fait rire parce que mon frère m'a dit, tu vas raconter tes nuits d'amour. Je pensais que c'était un livre érotique. Et donc c'est une phrase de Shakespeare que dit le personnage d'Olivia, confuse d'aimer Viola et sentant qu'elle n'arrive pas à masquer son amour fou, cet amour qui la torture de plus en plus. Et elle dit finalement, sur le visage d'un meurtrier, le meurtre se cache bien plus facilement, tandis que l'amour sur le visage ne peut pas se cacher. Elle dit un peu énigmatiquement, Love's night is noon. Nuit d'amour est midi. L'obscur de l'amour se révèle en pleine lumière. On ne peut pas. Il y a une très belle traduction que j'ai trouvée plus tard de Pierre Léris de ça en alexandrin, mais je ne l'ai plus là. Alors, Love's night is noon, c'est un texte qui s'appelle comme ça. La répétition a pris un tour cotonneux, suscité par la deuxième scène entre Olivia et Viola, que Thomas n'a pu s'empêcher d'interrompre plusieurs fois, répandant, malgré la douceur de ses interventions, comme toujours lorsqu'il en vient à ces moments de la pièce, une sourde inquiétude, un silence qui se communique des acteurs aux techniciens, des techniciens à toute la petite population qui émaille les sièges de la salle. Le mouvement général cesse, le silence des trains arrêté. Thomas porte un œil étrange sur la scène. D'où je suis, à quelques fauteuils de sa place, j'ai du mal à cerner ce regard. Il m'a semblé indifférent aux multiples problèmes de rythme et d'enchaînement dans le déroulé de l'acte, comme s'il s'était absenté. Une intimité s'est perdue depuis notre migration vers la salle Richelieu. Rien n'est plus normal, mais le deuil n'est pas fait. Éternelle conciliabule entre Thomas, Georgia et Adeline. Le dernier échange entre elles sur la passerelle reste « Dis-moi ce que tu penses de moi. Que vous pensez être ce que vous n'êtes pas. Si je pense ça, je pense la même chose de vous. Vous pensez juste. Je ne suis pas ce que je suis. » Le dernier échange entre elles demeure vague, confus ou trop clair, sans épaisseur. Je relis sur la brochure les mots qui ont suscité interruption, questions et doutes, puis suspendu la répétition. Personne ne parle. Adeline demande à Stéphanie, assistante régisseuse qui tient en main le texte, de lui souffler le début de son court monologue après la sortie de Viola. J'entends, de la bouche de Stéphanie, « Oh, cette expression pleine de mépris et de colère rend son dédain magnifique. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. » Cette dernière expression jaillit à la fin de l'ensemble, opaque et lumineuse. En demandant que ces mots lui soient soufflés par Stéphanie qui, avec tact, les dit sans accent et sans affect, Adeline sait exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire. Je me les redis pour moi-même, lisant sur ma propre brochure. Je regarde Adeline et Georgia. C'est comme si je les entendais quand elles joueront ce passage plus tard, en public. Debout sur la passerelle, elles se font face. 1 mètre les sépare. Olivia, cher Césario, par toutes les roses du printemps, par virginité, honneur, vérité et tout ce que vous voulez, je t'aime, malgré ton orgueil. Rien de raisonnable ne pourra cacher ma passion. Parfois, leurs deux visages se tournent vers Thomas, qui reste au fond de la salle, parlant tantôt à Elisa en allemand, tantôt à Christian, son dramaturge en français, puis en allemand aux deux actrices. Je n'entends pas ce qu'il dit. Je les regarde encore. Me viennent par bouffées leurs échanges à voix encore plus basse, m'émeuvent l'affection qu'elles se portent, la délicatesse dont chacune fait preuve envers l'autre. Aucune rivalité. Les nuits d'amour sont transparentes.
Je voudrais chercher dans le texte anglais ce dont ces mots sont la traduction, l'adaptation, la transposition. Je ne sais encore quel mot s'applique le mieux en la circonstance, mais le plaisir que je prends à les redire me fait remettre ma recherche à plus tard. Je m'arrête sur eux comme sur un promontoire d'où il me semble voir quelque chose dans le lointain. Je dis et dis encore la phrase, ce qui la précède et ce qui la suit, puis quitte la salle qui est plongée dans le silence. Je vais dans ma loge. On n'entend toujours rien dans les retours. Coup d'œil sur le texte anglais. Olivia. A murderous guilt shows not itself more soon than love that would seem hid. Love's night is noon. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. Je m'arrête sur Love's night is noon, avec l'idée que c'est le cœur, le noyau dur de toute la pièce. L'amour inverse la nuit et le jour, fait de la nuit le jour, du jour la nuit, aveuglant, éblouissant. J'ai diverses traductions où je prends plaisir à retrouver la phrase comme un petit diamant infrangible. Je veux voir comme les traducteurs l'ont taillé. François-Victor Hugo. La nuit d'amour est un plein midi. Littéral et juste. Théodore Lascaris. Car la nuit de l'amour est toute lumière. Pourquoi pas, mais je n'aime pas le car. Inutile. Félix Sauvage, 1934. L'amour perd son mystère. Ne s'est pas foulé. C'est une édition des Belles Lettres où l'on confiait sans doute les traductions à des étudiants qui s'acquittaient vite de leurs tâches. Jean Anouilh. La nuit de l'amour est une pleine clarté. Il voulait faire un alexandrin, il l'a, et ça devient pompeux. Je l'entends soudain dans la bouche d'un acteur des années 50 ou 60, scandant le verre, yeux fermés, voix en l'air, grêlée par les micro-sillons d'un vieux disque, comme on écouterait un message de la résistance en 1943. La nuit de l'amour est une pleine clarté. Alexis Curvert. Les ténèbres où se cache l'amour ont la clarté du plein midi. Trop long, fastidieux. Jean-Michel Desprats. Sa nuit est un plein jour. Parfait. Les mots remuent. Je m'allonge sur mon petit lit. Dans un demi-sommeil, je vois les 7 traducteurs, là, serrés dans ma loge, penchés sur leur ouvrage, taillant, usinant en silence, tandis que j'essaie, répète, distingue, puis mélange les propositions, les renvoyant toujours à leur atelier minuscule. Je m'y mets à mon tour. L'amoureuse nuit est claire comme le jour. Nuit d'amour et midi. Les nuits d'amour sont transparentes. Pas mieux. Je ferme complètement les yeux. Je pourrais rentrer chez moi. Je ne retournerai pas en scène aujourd'hui, mais je m'attarde. Voilà. Merci beaucoup. Je pourrais presque dire à chacun sa vérité, ce qui me pousse à vous demander quelle est, à votre sens, la marge, la limite, s'il y en a, de liberté que l'on peut prendre avec un texte, que l'on soit metteur en scène, et vous en êtes également un, que l'on soit traducteur pour le théâtre en tout cas spécifiquement, que l'on soit aussi comédien, jusqu'où peut aller une proposition pour être, allez, je vais dire un gros mot, pour être vertueuse? Je pense que ça peut aller très loin, on ne sait jamais ce que peut un traducteur, ce que peut, et puis ça dépend d'un spectacle, ça dépend des... je sais pas. Après, il faut qu'un texte soit quand même à peu près établi, soit stabilisé, qu'on n'ait pas l'impression que les acteurs bricolent. Ça m'est arrivé, ça, d'être dans une mise en scène un peu lâche, comme ça, et puis, je trafiquais un peu les répliques. Je les faisais un peu comme je voulais. J'ai eu des moments de bonheur comme ça. Je fais ça dans Hamlet, et pourtant avec la traduction d'Yves Bonnefoy. Mais là, c'était un parti pris d'acteur, c'est-à-dire que je me disais, ce texte-là, je le joue pas pour en donner l'acuité de la pensée. C'était notamment pour le monologue être ou ne pas être. Et je me disais, en fait, je vais le traduire live. Je le traduis en direct. Donc je le connaissais en anglais,
je me le disais en anglais, je le traduisais c'était une façon de rafraîchir le texte, c'était une façon de jouer l'effort de pensée. Ce qui me semble très important dans ces textes-là, notamment dans Hamlet, c'est que la pensée est totalement active, et la pensée, c'est pour éviter le ton méditatif, une sorte de pensée un peu pompeuse, mais que ce soit je me rappelle toujours de Gérard de Sartre qui dans Hamlet allait notamment dans ce passage-là allait très très vite. Être ou n'être pas, c'est la question. C'était foudroyant, et je voulais retrouver cette énergie-là et en même temps faire que tout le monde se dise ces mots. Enfin, comme quelquefois une pensée vous arrête et vous dites mais être ou n'être pas, c'est la question. Quelqu'un qui pense en direct, qui pense sous nos yeux, c'est extrêmement énergique, et c'est extrêmement concret, extrêmement vivant. Donc voilà, il y a une énergie de pensée. Vous voyez toujours, quand vous voyez des intellectuels parler, c'est souvent les corps s'expriment beaucoup. Si on faisait des graphiques, des voix, c'est très, très, très changeant. C'est très rarement... il y a des gens qui peuvent comme ça, mais là c'est déjà une pensée qui a déjà été, c'est presque un poème à ce moment-là. Il y a une forme choisie. Moi je voulais éviter toute forme et donner simplement que la pensée puisse être tremblante, fragile. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais tout dépend aussi de quel spectacle, quel est le spectacle que l'on construit ensemble, qui sont les acteurs, quel est le metteur en scène. Il n'y a pas très peu de règles a priori. La représentation approche au fil des répétitions. Il y a la couturière, à laquelle j'ai appris dans votre livre que sont conviés tous les retraités de la Comédie Française. Oui, c'est très sympathique. Et ce qui donne souvent... la couturière est réservée en majorité au personnel qui a travaillé. Et comme comme c'est une représentation gratuite et qu'on ne peut pas inviter tout le monde, donc les retraités souvent choisissent cette représentation pour venir, et ils savent qu'ils se retrouvent. Donc ils viennent dîner, c'est un rituel, ils viennent dîner à la cafétéria avant, donc c'est très émouvant parce que je retrouve des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans, et puis je vois soudain le temps qui a passé. Pour moi c'est très émouvant les couturières, mais c'est souvent très très différent. Le public de la couturière, c'est un public qui est plus attaché à des formes anciennes, qui aime revoir ce qu'il a déjà vu, qui aime voir aussi des beaux costumes, parce que souvent il y a des gens qui ont travaillé à ça dans la salle, alors ils aiment voir ce que font leurs successeurs, leurs successeuses. Enfin, c'est très touchant, mais ça donne une atmosphère c'est très drôle, parce que la couturière c'est l'anti-mondanité. Et la première, alors là on bascule complètement de l'autre côté, et quelquefois une couturière est totalement enthousiaste, délirante d'enthousiasme, et la première est une catastrophe de froideur, et parfois la couturière est un peu, là je me rappelle que la couturière était un peu sceptique, mais couturière, les gens sont toujours extrêmement gentils, c'est leur ancienne maison, donc ils sont très respectueux, donc s'ils n'aiment pas, ils ne le disent pas. Il y a simplement une stupeur. On sent un scepticisme grandissant. Et là, je sentais que l'absence totale de ces costumes, ces dénudements qu'on avait, il y avait qui me voyaient, des anciennes habilleuses qui me voyaient en string, qui disaient de ne pas être ravi. Comment en est-il arrivé là? Voilà, comment est-il? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Et en même temps, ils sont toujours contents de nous voir, donc ça applaudit gentiment. Mais je me souviens que la couturière n'était pas franchement... Par moments, ça allait bien. Après, c'était très, très positif. Des applaudissements d'encouragement, en quelque sorte, des anciens pour les nouveaux. Il y a évidemment le trac. J'imagine que, quoi qu'il arrive, le trac est là. La tension de la scène doit générer une forme de trac. Oui, ça comme tout le temps. Quelle que soit l'expérience. Quelle que soit d'ailleurs, parce que parfois il y a le trac lié au fait on sait que c'est pas un très bon spectacle, il va falloir s'accrocher et qu'il va falloir affronter soit une hostilité, soit une indifférence, soit l'ennui, et que nous il va falloir
qu'on remplisse les vides, là où on n'a pas assez travaillé, là où des choix un peu aberrants ont été faits, ça arrive à compenser par de l'énergie pour faire passer les défauts. Et ça fiche vraiment, ça, on dit c'est dur parce qu'on sait qu'on c'est comme un peu partir au front, quoi. J'ai découvert à quel point vous voyez ce qui se passait aussi dans la salle, au point que vous racontez même qu'un dormeur a pu à un moment donné vous susciter une forme d'apaisement sur scène. Oui, moi j'ai rien contre les dormeurs, je le dis. Je les trouve infiniment sympathiques, les dormeurs. D'abord, ils ne me dérangent pas, sauf quand ils ronflent trop fort, ça arrive. Mais généralement, il y a des voisins qui sont eux-mêmes un peu incommodés et qui font diminuer le ronflement, voire qui réveillent la personne. Pas trop brusquement. Et donc, moi, je comprends très bien. Quelquefois, des gens viennent au théâtre après une journée de travail. Et, une pièce, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à s'ouvrir. C'est toujours des pièces anciennes, comme ça. On dit, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte? D'où il sort celui-là, là, en string? Qu'est-ce qu'il fout là? Et on oublie, on est encore dans ses pensées. Et donc, le choix de s'endormir, moi ça m'est arrivé une fois, une pièce, je voulais absolument aller la voir, ça faisait des semaines que j'attendais, mais je travaillais comme un fou, j'arrive enfin à trouver un jour, j'ai eu ma place, je cours comme il y a très longtemps de ça, je cours comme un fou, j'étais dans le métro toute la journée, j'arrive enfin dans la salle, et là je m'assieds, et je sais que c'était le Roi Lear d'ailleurs, et je commence à regarder la pièce, et une fatigue gigantesque, je me suis endormi. Et soudain, je me réveille et j'entends les derniers mots de la pièce. Je rêvais de la voir et j'ai rien vu. Rien vu. Et après, j'avais des camarades dans la pièce. C'était très bien. J'ai pas osé dire que je n'avais rien. Et donc voilà, les dormeurs, voilà. Pour peu que tout le monde ne dort pas, quoi. Peut-être ce soir il y en a, ben, ne les réveillez pas. Avant de vous demander de lire un dernier extrait, peut-être celui dont on s'était parlé tout à l'heure, ça ira mieux demain, ou si vous avez une autre proposition, évidemment, elle est la bienvenue. Mais peut-être une dernière question. De la répétition et de la représentation, est-ce qu'il y a... et pardonnez peut-être la naïveté de ma question, une préférence? Est-ce qu'on est plus heureux en répétition, plus heureux sur scène, ou est-ce que l'un est indissociable et on ne peut être complètement heureux qu'avec les deux? J'ai fait l'expérience de répéter sans jouer avec le confinement. L'an dernier, en janvier, les salles, on attendait qu'elles rouvrent. Vous savez, elles avaient refermé en novembre. Et puis j'ai un spectacle que je joue au Théâtre des Bouffes du Nord qui s'appelle La disparition du paysage. Et que je devais créer le 15 janvier, puis j'ai répété, et puis on a fait une sorte de filage, et puis on a tout rangé. Ça, c'est très particulier, quand même, très frustrant. Donc la répétition ne va évidemment pas sans les représentations. Moi, j'adore répéter. Là, je répète avec Ivo Van Hove, cet après-midi même, j'en ai la voix fatiguée, parce qu'on essaye, on se perd complètement. Les uns et les autres se perdent, le metteur en scène... Il y a toujours un moment où, quand on accepte comme ça qu'on est un peu perdu et qui se régénère et qui fait que soudain ça repart. Ça repart parce que soudain on s'est perdu et on est vraiment ou en race campagne ou en pleine forêt et quelqu'un dit par là et on dit allons-y et ça redonne, ça refait vivre et j'adore ces moments-là. J'adore cette façon de s'oublier complètement, d'oublier qu'on est face à un grand metteur en scène, qu'on est à la salle Richelieu. Il y a un moment où on est dans un atelier et on retrouve exactement l'énergie des premières fois quand des gens se réunissent dans une salle quelconque pour faire du théâtre. Il faut faire tomber pas mal de barrières pour ça, de faux respect, de fausses pudeurs, de quantité de choses comme ça, d'a priori, de clichés, de oui, mais moi je voudrais jouer comme ça. Ah, tu fais comme ça, t'es là, toi. Voilà, une fois que tout ça, ce climat de confiance, ça suppose un énorme climat. Et finalement, c'est vrai que ça n'arrive pas sur tous les spectacles. Souvent, on travaille, on doit travailler vite et on reste un peu en camisolé, comme ça, un peu... on ne partage pas tout à fait tout. Bon, alors, quand ça se passe, c'est absolument merveilleux.
Et généralement, ça conditionne de belles représentations. Ça ne veut pas dire que le spectacle sera un grand succès, qu'il y aura beaucoup de monde. C'est pas ça, mais on aura fait notre travail et au mieux de ce qu'on pouvait faire tous ensemble. Et donc, le spectacle correspond à une certaine vérité à un moment donné, selon une distribution donnée, sur un texte donné. Et là, voilà. Mais c'est vrai, ce qui est curieux, c'est que c'est pas toujours le cas. Souvent, on se ment à soi-même, on ment un peu aux autres, on ment un peu au public. Le public, après, nous dit « c'était pas mal ». Voilà, c'est rare que tout ça donne de la pure beauté. Je lis ce... Ça ira mieux demain. Je remonte mécontent dans ma loge après les 2 premiers actes. La peur m'assèche, me vide, me tient hors de moi. Mon corps est une pierre. Ma voix n'est pas la mienne, jamais au présent. Jamais la pensée n'y ferait son chemin. J'ahane sur un parcours d'obstacles en faisant tomber toutes les haies. Yeux exorbités. Contrairement à ce que demande Thomas, mon regard se perd et se noie. Des boules d'émotion aussi dures que du métal nouent ma gorge. Une émotion contraire au jeu. Afflux de sanglots au moment de prendre Feste dans mes bras dans la scène du 2e acte. Je vais trop vite, jamais sûr de moi, jamais posé, même quand je me pose. Des menaces de trou. Aucun corps féminin ne supporterait la violence d'une telle passion, celle que mon amour me dicte. Tout cela enfilé, dévidé. Un vrai trou sur fileuse, tisserande au soleil, jeune fille heureuse qui dévide le fil, c'est elle qui la scande. Réplique que je m'inflige comme une punition, alors que j'aime tant ce passage. Je transpire. Georgia, magnifique, me soutient, joue aisément, sans rien outrer, sans rien négliger. Je suis pourtant certain qu'elle fait tout comme moi son propre procès, à l'instant même, entre 2 scènes. Ce doit être le cas pour chacun de nous, chacun passant au crible son interprétation, son corps, ses gestes, sa voix, son être tenu à distance, soumis à la question, impitoyablement. Je suis heureux que ce filage fasse office de première. J'entends les retours en écrivant. J'écris pour me consoler, pendant les actes 3 et 4. Les rires sont nombreux, généreux, vont par vagues, puissantes. Sébastien, Laurent, Christophe, tous font merveille. Ils tiennent la baraque. Hilarité générale à l'entrée de Malvolio Sébastien, en jarretière croisée, bas jaune et son énorme sexe d'or. Hilarité sur le début du 4, sur la scène où Feste terrorise Malvolio en se faisant passer pour le moine tape-cul. Hilarité sur les duels. Difficulté du rôle d'Orsino. Courtes scènes qui passent comme des trains, séparées et lointaines les unes des autres, qui m'empêchent de me donner, de dépasser ma peur. Pas le temps de rien. Jouer devient un devoir et un tic. À chaque retour en scène, tout est à recommencer. Ça ira mieux demain. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous quelques-uns de ces secrets, parce que pour nous c'est des secrets, ce qui se passe dans les répétitions, et ce qui fait qu'un jour on décide d'aller au théâtre et tranquillement installé dans notre fauteuil, nous prenons l'émotion que vous nous offrez à travers les grands textes, et vous nous faites découvrir tout le voyage le voyage que vous êtes obligés presque de faire avant de pouvoir nous offrir ces émotions sur scène. Ce livre est absolument magnifique, je ne saurais trop vous inviter à le lire. Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voulais signaler qu'il y a des très beaux textes de répétition, des journaux de répétition. Dominique Raymond, l'actrice Dominique Raymond, a publié il y a quelque temps, je ne sais plus exactement quand, un journal de répétition qui est consacré à ses 2 premiers spectacles. Elle avait 19 ans quand elle a écrit ces journaux. C'était La Mouette avec Antoine Vitesse et Danton, La mort de Danton, sous la direction de Klaus Michael Gruber. Elle a écrit, c'est un livre absolument magnifique. D'ailleurs, après avoir lu ce livre, j'ai décidé de ne pas faire un journal de répétition. J'ai modifié complètement la forme du livre parce que je trouvais que c'était absolument parfait.
ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas aller sur ces brisées-là. Et elle m'a dit, d'ailleurs je l'ai appelée pour lui dire que ce livre était une merveille, qu'elle en a écrit une quarantaine. Et c'est des textes qu'il faudrait absolument publier. Je l'ai appelé les éditions Actes Sud, une autre édition, et malheureusement on n'a pas répondu. C'est des textes qui devraient absolument être publiés. Et il y a un livre aussi magnifique, qui est celui de Les répétitions de Médée Matériaux, un petit livre de Valérie Dréville, la très grande Valérie Dréville, qui a publié un cahier de répétition aussi avec Anatoly Vassiliev sur Médée. Donc je signale ces livres. Il y a des écrits, je suis très attentif aux écrits d'acteurs, parce qu'en fait finalement il y a toute une littérature, des acteurs ont beaucoup écrit, au-delà de Louis Jouvet, de Jacques Copeau, qui sont pour moi des références qui sont à la fois des références théâtrales mais des références littéraires. C'est très très beau à lire. Jouvet écrit absolument magnifiquement, Copeau aussi, mais il y en a d'autres. Voilà, je voulais signaler cela. Sicano Grimbert a publié un livre sur le cerveau chez les comédiens. C'est aussi une merveille. Merci. Merci et beaucoup. Philippe Duclos aussi a écrit un livre. Merci beaucoup. Je crois que je fais une signature, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah, voilà.